Bonjour à tous, bienvenue à notre présentation sur la mondialisation. La mondialisation est un processus complexe et historiquement segmenté. Il a commencé durant la période de 1850 à 1914, stimulé par les grandes puissances européennes comme la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne ainsi que par les États-Unis. Au fur et à mesure, les échanges de capitaux prolifèrent, le flux des marchandises s'intensifie et les barrières douanières permettent de plus en plus de brèches. Les premiers investisseurs finançant des projets sur tous les continents furent la France et le Royaume-Uni. La première firme transnationale, ou FTN, est créée. Ce nom est Singer et c'est une entreprise américaine exportant des machines à coudre. Toutefois, dès le début de la Première Guerre mondiale et jusqu'à la fin de la Deuxième, soit de 1914 à 1945, la mondialisation s'est arrêtée progressivement, la communication commerciale pacifique internationale étant devenue dangereuse. Le processus de protectionnisme est provoqué surtout par la course à l'indépendance des colonies de la Grande-Bretagne et de la France. Il a également été influencé par le besoin du Japon et de l'Allemagne de construire leurs propres espaces commerciaux bénéficiés. Dans les 30 années enchaînant la Deuxième Guerre mondiale, alors de 1945 à 1975, l'Organisation mondiale du commerce, OMC, est formée en 1955. Elle met début à l'ère d'internationalisation majeure des grandes entreprises. Les États-Unis s'efforcent de créer un commerce supranational qui permet à leur économie en développement à avoir des débouchés. Les deux chocs pétroliers des années 70 diluent l'économie mondiale avec des pays producteurs de pétrole qui, contrairement aux grandes puissances d'antan, n'ont pas encore atteint leur point maximal de production de pétrole. Les nouveaux joueurs principaux à la table macroéconomique furent un groupe de pays sous le nom de bébés tigres asiatiques, soit la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie, le Vietnam et les Philippines, accompagnés par les 4 dragons, la Corée du Sud, Hong Kong, Singapour et Taïwan. Cela déclenche des taux d'échange flottants, c'est-à-dire différents d'un marché à l'autre. Finalement, à la fin du XXe siècle, on peut observer la dissolution du système communiste, marquée par la transition de la Russie au système libéral et l'acceptation du capitalisme en Chine, ainsi que la jonction des deux pays à l'OMC en 2011 et en 2001 respectivement. Ceci a favorisé davantage l'accélération de la mondialisation, déjà intensifiée par l'émergence d'États, l'accroissement des zones de libre-échange, un épanouissement sans précédent des technologies de transport et de communication, telles des téléphones intelligents, des trains hypervitesse et d'autres, qui permettent d'interconnecter les marchés financiers. Puis finalement, de la formation de firmes multinationales utilisant des stratégies à l'échelle transnationale. La mondialisation pourrait être aperçue comme un partenariat global dans lequel chaque pays est macroéconomiquement spécialisé. Avec toutes ces spécialités, on pourrait travailler ensemble pour créer une sorte de méga-économie. Le terme mondialisation pourrait être défini de deux façons. Premièrement, il pourrait être combiné les facteurs comme l'expansion, l'intégration et l'interdépendance des macroéconomies mondiales en raison de taux croissants de 3 facteurs, soit le commerce transfrontière de biens et services, le flux de capitaux internationaux, spécialement le capital financier, et la diffusion internationale des technologies et des connaissances scientifiques. Tous ces facteurs sont essentiellement irréversibles pour le développement économique. L'autre définition décrit un système économique de marché capitaliste qui se diffuse autour du monde, divisant la main-d'œuvre et affectant les chaînes de production, permettant la coordination de production globale. En tout, la mondialisation est conduite par l'échange d'idées, du capital et des biens, avec l'aide des sciences et de la technologie. Il est souvent observé que la mondialisation apporte avec lui une transition d'une économie centralement planifiée, c'est-à-dire contrôlée par une autorité centrale comme le gouvernement, vers une méga-économie de marché mondial, c'est-à-dire contrôlée par les désirs des citoyens et la logistique de l'offre et de la demande. Les consommateurs autour du monde vont développer essentiellement ce que sont des habits et goûts similaires concernant les produits désirés, ainsi que d'autres influences, comme un code déontologique qui se base sur l'impérialisme éthique. Il est ainsi important de noter la politique derrière ces systèmes économiques. Il est représentatif d'une transition du communisme vers le capitalisme. Ceci est évident quand les buts économiques de l'URSS et des États-Unis sont comparés, les deux étant les forces de la guerre froide. Il est possible d'identifier la mondialisation en observant certains effets. Ils incluent, mais ne sont pas limités à l'augmente de la valeur d'échange mondial, les niveaux d'investissement étrangers directs, le pourcentage du produit intérieur brut mondial appartenant aux corporations multinationales, la sensibilisation et les échanges culturels,
la propagation du multiculturalisme, les dépenses pour les voyages et le tourisme international, la propagation de l'information, la technologie des communications et l'Internet, et les répercussions mondiales des décisions économiques et sociopolitiques. Par exemple, n'est-il pas intéressant que la politique américaine semble être la plus mondialement connue comparée aux politiques de notre pays? Comment voir la mondialisation précisément? Comment évaluer quelque chose d'aussi abstrait du point de vue analytique? L'indice de mondialisation COF rentre en jeu pour répondre à cette question. Il permet de déterminer le niveau de mondialisation politique, sociale et économique avec des chiffres précis. L'indice de COF a été récemment calculé pour l'année 2017, mesuré pour 195 pays, couvrant la période de 1970 à 2017. Sa gradation va de 1 à 100 et la totalité de ces variables, soit 42, exprimées en centiles, sont déterminées à l'aide d'une analyse en composantes principales. Son évaluation consiste de la combinaison des mesures de jure, une unité référant à l'ensemble des facteurs existants à cause d'une loi, et de facto, une unité référant à l'ensemble des facteurs existants à cause d'un fait autre qu'une loi, dans différentes dimensions. Du côté politique, l'unité de facto représente le nombre de participations aux missions de maintien de la paix de l'ONU en termes de quantité d'ambassades et des ONG internationaux. Les ONG sont des organisations non gouvernementales. L'unité de jure politique reflète les traités internationaux et l'appartenance d'organisations internationales. Économiquement parlant, la mesure de facto est quantifiée à base du commerce de services et des biens, incluant les investissements de différentes classes à l'extérieur du pays. La détermination du de jure économique de sa part découle du nombre de tarifs douaniers, des restrictions commerciales et de taxes, considérant des accords et restrictions internationales d'investissement, puis les ouvertures de comptes de capitaux. Pour la mondialisation sociale, de facto et de jure doivent se mesurer pour 3 subdimensions, celle du contact personnel, de l'information et de la culture. De facto du contact personnel se calcule en considérant le flux de migration et touristique, les connexions téléphoniques internationales, tandis que de jure du contact personnel est calculé à l'aide de variables de restriction de visa, d'emplacement de lignes téléphoniques et des aéroports internationaux. Pour caractériser le montant des formations de facto, on doit se fier au nombre d'étudiants internationaux, de revendications de brevets internationaux et du commerce de produits technologiquement avancés. La circulation informatique des jures est visualisée par les connexions Internet cosmopolites, la disponibilité de la télévision et de l'Internet, puis la liberté de parole et du journalisme. La mondialisation du point de vue culturel de facto inclut des enregistrements multinationaux de marques, le commerce des biens culturels et le nombre de restaurants McDonald's et de magasins IKEA à travers le monde. La mondialisation culturelle de jure est comptée à l'aide de valeurs telles que des normes éducatives, les droits civils et l'égalité des sexes. L'indice de mondialisation COF est principalement utilisé pour comprendre si un pays est plus ou moins mondialisé qu'un autre. Habituellement, de plus petits pays sont plus exposés à une plus grande mondialisation car ils ont beaucoup plus de pays dans leur voisinage. Donc, ces petits pays se font mondialiser plus pour créer plus de débouchés économiques et de flux de biens et de services de toutes sortes, ou tout simplement pour créer de nouvelles relations avec leurs voisins. Par exemple, le Japon, qui est l'un des plus petits pays au monde, se trouve au 37e rang de mondialisation, tandis que la Chine, un des plus grands pays au monde, est numéro 80 selon COF. Quels facteurs vont contribuer à la croissance de la mondialisation? 6 facteurs sont souvent discutés, mais d'autres facteurs existent. La libération d'échanges internationaux encourage plus d'échanges sous forme d'exportation et d'importation en réduisant les tarifs et quotas et encourageant l'ouverture des pays communistes à l'échange international. Ceci a permis la création d'unions et l'ouverture de facilités outre-mer ainsi que l'augmentation du rapport échange-produit intérieur brut. Le progrès technologique comme l'Internet, les cellulaires, les télécommunications et les réseaux sociaux a été révolutionnaire dans le monde du commerce en ligne, l'établissement d'une présence internationale et a réduit les coûts d'échange d'informations et de production. La dérégulation des activités économiques a diminué les coûts de transport et distribution et réduit le montant de monopoly public.
Ceci stimule la compétition et permet la croissance des corporations multinationales pour avoir une présence globale. Par exemple, la Chine et le bloc soviétique ont éliminé des restrictions sur les entreprises étrangères faisant les opérations dans leur pays. La conscience et la reconnaissance culturelle ont eu une grosse influence sur les goûts internationaux, poussant les consommateurs à avoir des goûts de plus en plus pareils. Les exportations culturelles sont aussi témoignes. Nous voyons la promotion de certaines espèces de culture ailleurs. Notamment, le Hollywood a un impact international, provoquant la création du Bollywood indien et du Nollywood nigérien, parmi d'autres industries. La barrière de langue devient de moins en moins importante de nos jours. L'anglais est devenu une sorte de lingua franca du monde d'affaires, vu son implication en Inde, aux États-Unis, au Hong Kong, à Singapour et beaucoup d'autres hubs d'affaires. Cette langue est devenue influente dans les domaines publics. Nombreux organismes et sociétés publiques tentent d'augmenter leur utilisation d'anglais. Par exemple, le Croix-Rouge est un coingo suisse, mais utilise l'anglais fréquemment. Le bilinguisme en anglais est aussi devenu banal dans les systèmes d'éducation internationaux. Les économies d'échelle sont également importantes. Si un marché domestique est trop petit pour satisfaire les besoins de vente d'une industrie, il faut mondialiser. La langue est également importante. L'introduction de l'anglais comme lingua franca permet l'utilisation efficiente de ressources. En diminuant le nombre de langues dans lesquelles on doit créer des publicités, instructions ou informations, on est permis de sauver du capital financier et ensuite diminuer le prix unitaire en augmentant la quantité de production de ces publicités. Il faut aussi considérer l'importance de l'information, la commercialisation, le transport international, le protectionnisme archaïque, les différents systèmes d'impôts, les investissements dans l'expansion internationale, la spécialisation macroéconomique et la migration des ouvriers. Par exemple, dans les Émirats, 88% de la population ne sont pas des Émiratis. La mondialisation produit des effets variés sur l'économie et les commerces mondiaux. Tout d'abord, elle permet aux compagnies de migrer d'un pays à l'autre en fonction des profits ou d'économies que cet endroit leur permettrait d'acquérir. Ils peuvent se propager partout à travers le globe, ce qui leur permet de diminuer leurs coûts de production en se déplaçant aux pays où la main-d'œuvre est moins chère ou dans des pays où les matières premières sont plus faciles à extraire ou acheter. De bons exemples de ce type de compagnie sont Microsoft, qui a signé un contrat de 3 ans en 2010 avec Infosys Technologies en Inde pour faire la gestion d'opérations informatiques internes, ou Ford Motor Company, qui ont déplacé leur centre d'appel en Inde, ou bien Cisco, qui a ouvert un centre de recherche en Bangalore. La mondialisation crée également de la compétition sur le marché, avec la diminution des coûts mis en marche par les nouvelles technologies d'information internationale. De surcroît, il devient de plus en plus difficile de satisfaire les besoins et les désirs des consommateurs en qualité des produits, la convenance des prix et des services à la clientèle, pour avoir une quelconque longueur d'avance compétitive. La mondialisation cause l'amalgame de différentes entreprises de différents pays, permettant à l'un et à l'autre d'innover et de se développer plus rapidement que jamais. Par exemple, la compagnie Dow Chemicals et DuPont se sont jointes ensemble pour former Dow DuPont, pour des raisons de focus à court terme des consommateurs sur leurs marchés distincts et du retard de leur économie à long terme. Ils ont aussi réussi à acquérir une plus grande capacité de créer un produit de qualité. La mondialisation organise également un environnement propice à l'embauche de spécialistes de l'étranger, ce qui diminue les niveaux de pauvreté et une plus grande base de clients, cette fois multinationales, plus fréquente pour des compagnies multinationales ou des entreprises faisant du commerce électronique. La mondialisation permet également aux entreprises de profiter de la position du marché global et de jouir des économies d'échelle et de maximisation de profits, ainsi que d'un libre-échange des biens et des ressources entre nations. La multinationale est un type de corporation qui fait des opérations dans un moins de pays. Ces corporations peuvent être centralisées ou décentralisées, selon les nécessités de l'entreprise. Une multinationale a aussi des facilités, bureaux, usines et atouts dans un pays étranger. Typiquement, ces corporations sont excellentes dans leur domaine en termes de vente, profit, atouts et valeur sur le marché. Des bons exemples incluent Coca-Cola, Microsoft, Samsung et Apple. De plus, la croissance de l'influence des CMN et l'importance des affaires internationales ont intensifié la mondialisation, telle que déterminée avec les facteurs discutés. Certains font la distinction entre une corporation multinationale et une corporation transnationale. Un CMN a un siège social dans son pays d'origine et un CTN a des sièges sociaux régionaux, mais souvent ces termes sont des synonymes. Par exemple, l'organisation du baccalauréat international travaille comme un CTN. Il a des sièges sociaux régionaux pour les Amériques, l'Afro-Eurasie et l'Australasie. Certaines entreprises multinationales commencent à implémenter des plans d'affaires internationaux concernant chaque département de l'entreprise.
Le département de production est surtout important lors de la mondialisation. Il s'occupe de la production de produits qui conviennent au goût mondial, régional, national, etc., gère la production et la livraison internationale, planifie les ressources nécessaires en fonction du pays, recherche des méthodes plus efficaces en fonction du pays et gère l'inventaire de produits spécialisés pour chaque marché distinct. Par exemple, McDonald's a un inventaire universel qui offre des différents produits en fonction de la région, comme des produits halal, produits sans bœuf, végétariens et plus. Le département de marketing doit identifier le marché cible mondial, rechercher des marchés étrangers et choisir quels produits à commercialiser selon des facteurs socioculturels et le marketing mix. Il est important de noter que le marketing va différer selon la région cible. Par exemple, il serait controversé de promouvoir un aliment haram dans un McDonald's saoudien. Le département de finances et comptabilité gère les entrées et sorties financières de l'entreprise dans le nouveau marché et vont déterminer le coût de produire X produit à Y endroit. Finalement, les ressources humaines vont gérer et embaucher le personnel du pays étranger et planifier leurs postes et salaires en fonction de la région donnée. Ils peuvent aussi entendre les intérêts des groupes de pression dans le nouveau pays. Devenir une compagnie multinationale apporte avec soi plusieurs avantages. Manifestement, si une compagnie va être active dans plusieurs pays, voire même sur plusieurs continents, elle va avoir grandement élargi sa clientèle et fait la publicité de sa marque à des millions, voire des milliards. De cette façon, plusieurs compagnies multinationales se penchent vers l'expansion vers la Chine ou l'Inde pour profiter de l'énorme population de clients qui y vivent et d'énormes opportunités pour faire de la publicité de leurs marques, par exemple Coca-Cola, Starbucks et Uber Eats, etc. De plus, avec une plus grande clientèle et plus grande possibilité de faire la publicité de sa marque, les économies d'échelle sont créées. La compagnie peut spécialiser sa production et la séparer entre différents pays, comme Apple qui conçoit ses appareils aux États-Unis où il y a des ingénieurs et autres membres de l'équipe, mais elle les fabrique en Chine où la main-d'œuvre est bon marché. La compagnie bénéficie de la commercialisation. Pensez aux marques populaires comme Visa, Samsung ou McDonald's qu'on voit sur des panneaux d'affichage lors des Jeux Olympiques. Les compagnies multinationales peuvent échapper aux politiques protectionnistes des pays, des quotas et des tarifs, et même tirer parti des atouts spécifiques d'un pays, comme des systèmes de communication et de transport de qualité, du coût et de la taille des terrains, des subventions gouvernementales et bancaires ou des similarités culturelles et linguistiques. Ils pourraient aussi tirer profit de taux d'imposition plus bas des sociétés dans ce pays. Un bon exemple est Google, qui s'est installé en Irlande à cause de leur taux d'imposition inférieur. Devenir une multinationale permettrait aussi de réduire des coûts de production en produisant dans des pays avec une main-d'œuvre presque gratuite, comme l'Inde, ou d'échapper à une crise particulièrement grave dans un pays. Par exemple, si Dunkin' Donuts voit que l'économie des États-Unis est en train de se faire complètement ravager par la COVID-19, ils pourraient externaliser leur production dans des pays avec une meilleure économie et augmenter le nombre de ventes dans ces pays. La multinationalisation d'une entreprise lui permettra d'utiliser des technologies d'information et de communication de pointe à cause des ressources avancées de différents pays. Enfin, elle rendra plus facile de manipuler les goûts et les opinions de la plupart des consommateurs du monde et de créer l'image de leur marque, gagner la loyauté de leurs clients. Certains exemples de ce concept sont la vodka russe, les sushis japonais, le chocolat suisse ou les automobiles et les médicaments allemands. Les barrières commerciales artificielles sont des barrières mises en place par les êtres humains pour contrôler les produits des pays étrangers, souvent pour augmenter les prix des produits étrangers. Ceci force les corporations étrangères à être moins compétitives pour les prix, vu que typiquement, ils devraient baisser leurs prix pour stimuler de l'achat dans le marché étranger. On ne parle pas seulement de tarifs, quotas et pratiques commerciales déloyales, mais aussi des licences d'importation et d'exportation, des subventions, des restreintes volontaires d'exportation, des embargos, des évaluations des devises, des autres restrictions et barrières éthiques comme des groupes de pression contre la mondialisation, culturelle et technologique. Un tarif est une taxe sur les produits importés qui ajoute au prix et les fait moins compétitifs dans le marché du pays imposant ces tarifs. Pour surmonter ces tarifs, le CMN peut établir des facilités de production dans des nations. Le quota est une limite de quantité sur la vente d'importations étrangères qui diminue l'offre des produits importés et force l'augmentation de leur prix, et le fait moins compétitif dans le marché du pays imposant ces quotas. Finalement, la pratique commerciale déloyale est la discrimination injuste mais légale contre des entreprises étrangères, car ces actes ne vont pas appliquer sur les entreprises domestiques mais seulement sur les entreprises étrangères. Des actes comme l'implication des procédures administratives et des normes de sécurité plus strictes pour les firmes étrangères.
Ils augmentent le coût et limitent la disponibilité ou l'offre des importations. L'expansion outre-mer a nombreux points forts visibles sur l'économie et la société moderne. Initialement, l'un des avantages de l'expansion outre-mer est la découverte et l'exploitation de différents marchés, quelques-uns étant même inconnus pour la majorité. Par exemple, après que Facebook ait connu le succès aux États-Unis d'Amérique, il est allé outre-mer pour chercher d'autres clients et investisseurs intéressés à investir dans son projet. Cela a permis à la compagnie de faire de gigantesques profits, de chercher la confiance et la loyauté de plus de clientèle. Avec sa diffusion partout au monde, Facebook a permis aux nouvelles audiences d'essayer son produit et même de l'aimer, ce qui lui a permis d'étendre son marché et d'agrandir son entreprise. Le voyage outre-mer permet aussi de chercher des talents d'ailleurs, d'employer des travailleurs avec des compétences uniques et exploiter leurs capacités pour les biens de l'entreprise. Par ailleurs, en embauchant des travailleurs talentueux et natifs du pays où la compagnie est installée, des travailleurs qui connaissent les façons de faire et le langage du pays, ils pourraient servir le consommateur presque sans délai, ce qui permettrait d'élargir leur clientèle internationale. Un bon exemple de cela sont les programmeurs russes qui sont réputés pour leur connaissance et leur maîtrise des technologies d'information. Ils sont employés par des grandes compagnies comme Snapchat, Instagram, Google, Microsoft, ce qui leur donne aux entreprises l'avantage dans la compétition contre d'autres compagnies. En parlant de compétition, il est important de mentionner qu'une compagnie qui va outre-mer va avoir un avantage sur son adversaire, car sur le plus de pays que la compagnie est active, plus que la clientèle est grande et plus qu'il y a de profits. Toute situation comprend des désavantages ainsi que des avantages. Un grand nombre de problèmes peuvent arriver lors de l'expansion outre-mer. Premièrement, le manque de connaissances et d'expérience est nuisible. Quand on essaie de faire des publicités dans les marchés étrangers avec une culture distincte, il y aurait probablement des problèmes de reconnaissance de marque. Par exemple, essayer de faire le marketing du K-pop dans un pays comme la Gambie. Il y a aussi des coûts élevés d'entreposage, de transport et de distribution qui peuvent causer des problèmes de gestion des finances. Les conditions politiques et économiques peuvent créer des situations critiques entre les pays. Par exemple, récemment, Trump a essayé de bannir TikTok, qui vient de la République populaire de Chine, sur des préoccupations de la sécurité nationale. L'infrastructure inadéquate joue aussi un rôle important. Il est important d'avoir des réseaux physiques et des moyens de communication pour assurer l'efficience d'une CMN. Imagine si la grande route de la soie n'existait pas, ou si les bateaux n'étaient pas créés assez tôt pour faire le troc dans les océans Atlantique et Indien. Des autres facteurs externes peuvent affecter les profits de CMN, tels que des restrictions légales, des barrières linguistiques ou des différences culturelles. Il faut aussi considérer la destruction environnementale, le déménagement des paradis fiscaux, la propagation rapide des maladies infectieuses, la course vers le bas et l'inégalité entre les corporations et les ouvriers. Par exemple, en Indonésie, la compagnie Procter & Gamble est en train d'exploiter les forêts de palmiers. C'est nuisible. Il existe aussi des études que la mondialisation est responsable de l'augmentation de l'inégalité dans les pays occidentaux. Bref, vous avez compris. La mondialisation nous permet de connecter différents départements des entreprises des pays variés. Elle nous permet d'avoir de telles choses comme des fruits exotiques, des téléphones intelligents et l'Internet. Elle nous mène sur un chemin vers le futur. Merci et j'espère que vous avez aimé notre présentation.